L'appareil à tout faire, le réacteur. Leur caractéristique principale est d'être muni de tous les accessoires possibles leur permettant, moyennant quelques modifications, de se transformer indifféremment en grignard, sulfonneur, nitreur, autoclave, etc. Il comporte par conséquent des doubles enveloppes servant aussi bien au chauffage qu'à la réfrigération. Un dispositif d'agitation avec un groupe moteur réducteur de vitesse par appareil, de nombreuses tumulures en attente permettant le montage éventuel de condenseurs, réfrigérants, colonnes, etc. Capacité illimitée, il en existe de 10 000 litres et plus. De nombreux constructeurs français et étrangers construisent des réacteurs, en voici quelques-uns. En France, Danto, Roja, De Dietrich, Kestner, Laurent. À l'étranger, Bloch, Knox, Faudler. Bien, le réacteur, donc c'est une cuve en acier inoxydable qui remplace les anciens réacteurs en fonte émaillée. En haut à gauche, on a une arrivée d'eau, c'est-à-dire c'est l'eau du réseau, ce qui nous permet de rincer le réacteur, de rajouter de l'eau au produit. En bas, on a le robinet de vidange qui permet de récupérer le produit chimique dans un seau ou de vider les eaux de rinçage directement à l'égout. Ensuite, en haut à droite, on a un robinet à 3 voies, c'est-à-dire si on le met à gauche, on fait l'écoulement du produit, si on le met à droite, il est en soupape de sûreté. La soupape de sûreté, elle permet d'évacuer les surpressions passagères. Ensuite, on a un trou pour l'axe pour l'agitateur, qui permet de mettre l'axe de l'agitateur. Ensuite, on a un trou d'homme, c'est-à-dire on l'ouvre, qui nous permet, on met un entonnoir et on peut verser des produits chimiques dedans, avec un seau, à partir d'un seau. Un entonnoir et un seau. Ensuite, on a la base d'une colonne, c'est-à-dire pour poser une colonne à distiller. Puis ensuite, on a un disque d'explosion. Alors, à quoi sert le disque d'explosion? Eh bien, par rapport à la soupape de sûreté qui permet d'évacuer les surpressions passagères, le disque d'explosion, lui, va permettre d'évacuer une surpression totale comme une explosion. C'est-à-dire si tout le produit se dégaze d'un seul coup, par exemple, ou si la colonne à distiller se bouche et puis que la pression monte, eh ben, le disque, lui, va évacuer la totalité, la grande quantité de gaz. Il évacue quand même les grandes quantités. Alors, quelle est la différence? C'est que la soupape de sûreté, elle va évacuer une surpression passagère, mais elle ne va pas bloquer l'installation. On va pouvoir continuer à travailler, tandis que le disque d'explosion oblige l'arrêt de l'installation. Et on ne peut pas redémarrer tant que le disque n'est pas changé. La mesure de température, donc l'appareil est composé d'une gaine thermométrique, c'est-à-dire c'est un tube plongeant jusqu'au cœur du réacteur, dans lequel on peut enfiler un thermomètre. En général, ce sont des thermomètres à grande tige. En général, on met aussi de l'huile dans la gaine thermométrique pour bien conduire la chaleur. Alors la gaine thermométrique, ça peut être un thermomètre visuel, mais ça peut être aussi un thermomètre à rapporter sur un tableau avec un transmetteur. Oui, alors le manomètre, le manomètre, comme vous pouvez le voir, on peut l'isoler déjà. Pourquoi on a une vanne d'isolement sur un manomètre? Simplement parce qu'un manomètre peut casser, il faut le changer, donc on ferme la vanne, on démonte le manomètre cassé, puis on en remet un neuf, et on rouvre la vanne. Ensuite, le manomètre permet de contrôler la pression de travail. Bon, souvent dans les petits réacteurs, là on ne travaille jamais sous pression, c'est pression atmosphérique, et les réactions sous pression se font dans les grignards. Ce sont des appareils spécialement prévus pour faire des réactions sous pression. Donc là, en général, on ne travaille jamais sous pression, ou une légère pression de tension de vapeur. Quand on distille, par exemple, mais on peut toujours vérifier la pression dans le réacteur, on ne sait jamais, il peut se produire un bouchon dans la colonne et la pression monte, et à ce moment-là, bien sûr, si le conducteur d'appareil est vigilant, il intervient, il coupe le chauffage, il faut couper la vapeur et la pression redescend. La conduite d'une réaction chimique exige bien souvent une agitation, et bien rares sont les appareils de réaction qui ne comportent pas de dispositif d'agitation. L'agitation provoque au sein des fluides, en présence des turbulences destinées à mettre en contact les surfaces renouvelées de ces fluides. Il faut considérer l'agitation comme un moyen qui vise plusieurs buts. Premièrement, mélanger, soit les liquides miscibles dans une proportion quelconque, eau, alcool, soit les liquides non miscibles, une telle opération s'appelant émulsification, eau, huile, soit des liquides et des solides, exemple, attaque nitrique des phosphates, soit des solides et des solides, engrais complexes. Deuxièmement, dissoudre. Plus exactement, il s'agit de hâter une dissolution. De la même façon, on aide le sucre à fondre dans le café à l'aide d'une cuillère. De même, l'agitateur accélère la dissolution d'un sel dans l'eau ou d'un solvant quelconque. De faciliter les opérations d'extraction ou d'absorption, d'aider ou transfert de chaleur, répartir d'une façon égale une élévation, une chute de température, de hâter la vitesse d'une réaction chimique. Il existe différentes formes d'agitateurs, en hélice, palette, encre,
pelle, peigne, crochet. Les colonnes de distillation ou de rectification sont des cylindres verticaux dont les dimensions varient suivant l'importance de l'opération. Ces colonnes peuvent être d'une pièce ou constituées par plusieurs éléments superposés appelés tronçons ou virolles. Ces éléments étant accordés par un assemblage à bride, le plus souvent à emboîtement. Chaque tronçon ou virole peut apporter une ou plusieurs tubulures latérales pouvant au cas échéant servir pour une alimentation en continu, un prélèvement en vapeur ou liquide, à placer une gaine thermométrique, un indicateur de pression. On classe les colonnes en deux types principaux, colonne à garnissage, colonne à plateau. Et ici, exceptionnellement, c'est une colonne vide. Alors, le condenseur. Le condenseur est un échangeur thermique qui sert à condenser la vapeur en tête ou à la sortie de la colonne en vue d'obtenir le distillat ou le reflux. Le refroidissement est réalisé par des fluides dont la nature varie avec la température de refroidissement à obtenir. Liquide d'alimentation, qui est ainsi préchauffé, eau, saumure, air, etc. La position du condenseur varie avec le procédé. On étudie le circuit d'eau de refroidissement du condenseur, ici dessiné en vert. L'eau arrive en bas du triangle noir retourné qui est la représentation d'un débitmètre, c'est-à-dire qui nous indique le débit d'eau qui va rentrer dans les tubulures du condenseur. En dessous du triangle, il y a une petite vanne qui permet de régler le débit ou d'isoler le circuit. Donc le tuyau vert rentre en bas à gauche des tubulures et ressort en haut à droite des tubulures. Puis il se rend vers le bas à gauche dans un triangle avec un petit trait qui est la représentation de l'égout. Alors pourquoi l'eau rentre en bas des tubulures et ressort en haut? C'est très simple. Il suffit que, pour être sûr que les tubulures sont pleines d'eau, on rentre en bas, on ressort en haut. Ensuite, on voit des petites flèches qui indiquent le sens du fluide. Et ensuite, on voit un petit rond à gauche qui est TI, qui nous permet, c'est un thermomètre qui nous indique la température directement sur le tuyau, sur le site. Donc là, on va étudier la petite cuve que j'ai placée à gauche du condenseur, au-dessus du réacteur, en dessous de la colonne. Alors cette petite cuve au trait incurvé, elle est dans certains cas appelée monte-jus et dans d'autres cas pot-doseur. En général, il est soit en fonte ou en inox avec un niveau extérieur, ou il peut être en verre comme celui-ci, où on peut voir directement le niveau de liquide qu'il y a dedans. Alors à quoi sert cet appareil, ce pot-doseur ou monte-jus? Il sert à stocker les produits de réaction. C'est-à-dire une réaction, vous le savez, elle commence par un réactif 1 plus un réactif 2 qui donne un produit 1 plus un produit 2. Donc on prépare le réactif 1 dans le réacteur, on le vide dans un seau, et après on le monte dans le monte-jus ou pot doseur pour être ensuite écoulé dans le réacteur. Donc la conduite qui descend du monte-jus ou pot doseur vers le réacteur. On voit qu'elle descend, qu'elle remonte dans le débitmètre et qu'elle redescend. Oui, le triangle allongé, donc c'est un débitmètre, ce qui permet de mesurer le débit de réactif à écouler dans le réacteur. C'est-à-dire qu'on contrôle la réaction chimique en permanence. On contrôle en général le débit, la température et la pression. Ce sont les trois éléments à surveiller. Donc là, on voit que la flèche montre que le produit descend, que le réactif descend, remonte dans le débitmètre et redescend dans le réacteur. Ensuite, on voit qu'on a une petite vanne en dessous du débitmètre qui permet de vidanger le débitmètre en fin de réaction, de récupérer le produit et de le reverser dans le réacteur. Parce qu'en général, les réactifs sont pesés au gramme près, donc les réactions se font au gramme près, donc on ne peut pas perdre de produit, pour pouvoir faire un bilan correct. Ensuite, de l'autre côté, on a une conduite bleue et une conduite noire. Donc, la conduite bleue, c'est une conduite où on peut brancher le vide. La conduite noire, c'est la conduite où on peut monter le liquide. Alors, quelle est l'opération? Lorsque le premier réactif est fabriqué, on le récupère, on le vide dans un seau, à partir du robinet de vidange du réacteur. On branche le vide sur la conduite bleue, c'est-à-dire un caoutchouc avec l'arrivée de vide du réseau de vide de l'atelier. On branche un deuxième caoutchouc de la conduite noire qu'on fait tremper dans le seau. Ensuite, on ouvre la vanne de vide. Le vide étant fait dans le monte-jus, bien sûr, quand on a isolé, on a bien fermé toutes les vannes qui descendent, et le liquide va monter tout seul dans le monte-jus par la conduite noire. La double enveloppe du réacteur. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté donc une petite couche de chaque côté du réacteur. On appelle ça une double enveloppe. Ce qui va nous permettre d'injecter autour du réacteur soit de l'eau froide, soit de la vapeur. De l'eau froide pour refroidir, de la vapeur pour chauffer. Voilà. Nous allons donc étudier le circuit en rouge. En haut, le rond, c'est donc l'arrivée de vapeur, la conduite de vapeur du réseau vapeur de l'atelier. Tout de suite en dessous, un petit filtre. Je rappelle que le filtre sert à retenir les parties. Parce que dans les conduites, des fois, elles rouillent, et des particules de rouille se détachent des conduites, donc il faut les empêcher de venir dans le circuit. Donc voilà à quoi sert le filtre, le losange là.
qui sert à retenir les particules de rouille. Ensuite, on a un robinet d'isolement, d'ouverture de la vapeur. Et directement, on est branché sur la double enveloppe et on monte à droite sur un PI, c'est un indicateur de pression. Le petit rond à gauche en dessous du PI, c'est une lyre de dilatation, c'est-à-dire c'est une spire en fait qui permet d'encaisser les coups de bélier, les à-coups de vapeur, de pression de vapeur, pour éviter que le manomètre n'encaisse ces à-coups qui le détérioreraient. Ensuite, en bas de la double enveloppe, on a la sortie, on a de nouveau un losange avec un filtre. Pareil, le filtre pour empêcher les particules de rouille de venir bloquer l'appareil suivant, c'est-à-dire le purgeur. Donc on a une petite vanne d'isolement, puis un rond avec un demi-couverture rouge, c'est le symbole d'un purgeur. À quoi sert un purgeur? Il laisse passer les liquides et pas les gaz ou les vapeurs. C'est-à-dire que dans la double enveloppe, lorsqu'on injecte de la vapeur, bien sûr, la logique veut que la vapeur chauffe le produit chimique à l'intérieur, et quand elle a absorbé les calories, la vapeur se condense en eau. Donc il faut évacuer l'eau, sinon la double enveloppe se remplirait d'eau. Donc c'est le rôle du purgeur, il va laisser passer l'eau. Et comme ça, la double enveloppe est toujours pleine de vapeur. Alors on passe au circuit vert. Donc le circuit vert, c'est le circuit d'eau de refroidissement du réacteur dans la double enveloppe. Alors je vais commencer par l'arrivée d'eau qui est à gauche du tuyau rouge de la mesure de pression de la vapeur. Donc vous pouvez voir, il y a une petite vanne, un débitmètre de nouveau, qui permet de régler le débit d'eau. Et on descend en bas de la double enveloppe, c'est-à-dire on est branché sur la sortie vapeur condensat de la double enveloppe, avec une petite vanne qui permet quand même d'isoler les circuits vapeur et eau. Donc on constate qu'on remplit la double enveloppe par le bas. Comme ça on est sûr que si l'eau arrive en bas, elle arrive jusqu'en haut. Et on voit que la sortie d'eau, elle est sur la entrée de vapeur, avec une petite vanne aussi qui permet l'isolement. On monte et on a un thermomètre, un TI, un indicateur de température, ce qui permet de contrôler la température de sortie de l'eau, et qui va à l'égout. Encore un autre circuit en bleu, sous le monte jus. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait en même temps que l'autre? Je ne sais pas. Enfin bon, voilà l'arrivée de vide. Là, c'est la conduite. Donc, en dessous du monte jus, un petit rond, c'est la conduite de vide principale qui arrive dans l'atelier. Et je descends et je vois que j'ai un PI, une mesure de pression vers le haut, qui remonte vers le haut. Parce que pourquoi tout ça est aligné? Parce que ça va rentrer dans un petit cadre, un pupitre. Tous les débitmètres et les mesures de pression température vont se retrouver sur un pupitre. Et je vois que j'ai une petite vanne qui remonte et qui redescend. Et plus rien après. Pourquoi? Simplement parce que entre le tuyau bleu qui va au monte jus à droite et le tuyau bleu de vide qui arrive de la conduite principale, en principe on fait la liaison avec un caoutchouc. Et quand on ne s'en sert pas, on enlève le caoutchouc. Voilà. Donc les deux nouvelles conduites ajoutées au condenseur, la conduite de base, celle qui descend juste au milieu. On voit donc une conduite avec deux tournants à l'équerre, on voit des flèches, on voit une petite vanne et on voit un angle. Alors la conduite là, elle sert à écouler le distillat, bien sûr, les condensats. Les petites flèches donnent le sens du fluide, la vanne, l'ouverture et la fermeture du fluide, et l'angle, simplement pour indiquer la pente de la conduite, car en schéma, on ne dessine que des horizontaux et des verticaux. Et quand il y a une conduite en pente, on l'indique par un angle. Donc là, on voit qu'elle penche de droite à gauche. Ensuite, la deuxième conduite en bas à droite du condenseur, qui remonte à la hauteur du sommet du condenseur et qui redescend vers l'égout, c'est simplement pour l'équilibrage des pressions, c'est une mise à l'air, c'est une mise à la pression atmosphérique du condenseur. Voilà. Et bien sûr, si un jour un trop-plein devait se produire dans le condenseur, il y aurait évacuation vers l'égout. Là, j'ai rajouté deux traits qui matérialisent le pupitre. Le pupitre, c'est là où on a donc rassemblé les débitmètres, les thermomètres, les manomètres. Donc là, j'ai rajouté un bout de tuyau vert. Ce qui me manquait, c'était l'arrivée d'eau principale. Donc apparemment, ma double enveloppe et mon condenseur n'avaient pas d'arrivée d'eau. Donc là, on voit un petit rond vert en haut. Pareil, la conduite d'eau de l'atelier qui arrive. On descend, je vois que j'ai une prise de température. On a une petite vanne en bas, une prise d'eau en bas. Et puis voilà, c'est tout. Puis le sens du flux. En bas, donc, j'ai écrit la légende, c'est-à-dire ce que représentent les symboles, les lettres, les couleurs. Donc ici, j'ai rajouté donc, le numéro des vannes, c'est-à-dire les vannes sont numérotées V1, V2, V3, V4. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un appareil sous le condenseur. C'est un appareil mobile, c'est un filtre, c'est-à-dire on peut le déplacer et le ranger. Alors le filtre, de quoi est-il composé? Comme vous pouvez le voir, d'une cuve en haut sur laquelle on pose un papier filtre et une cuve en dessous qui récupère les filtrats, c'est-à-dire les eaux de filtration. Donc il y a une vanne de vidange et puis du côté droit, on voit un petit bout de tube, c'est pour brancher le vide. C'est-à-dire on fait une filtration sous vide. Pareil, avec un caoutchouc, on se branche sur le circuit de vide. Voilà, donc c'est un appareil mobile, pratique,
Donc là, j'ai rajouté le nom des fluides arrivants, hein, le fluide, le vide, l'eau,